La notion de liberté d'entrepreneuriat, c'est vraiment l'organisation de son temps, Ouais. c'est choisir ses clients, c'est ça plutôt la notion de liberté. Tu as toujours voulu être entrepreneuse? Non, c'est la vie qui m'a amenée à être entrepreneuse, mais je pensais jamais avoir mon entreprise quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé 1 an et demi après mes études, j'étais embauchée dans une boîte et la vie a fait que le patron a quitté l'entreprise du jour au lendemain. On s'est retrouvés sans patron. Toi, ton domaine de compétences, donc on parle éco-design, donc je pense tout de suite à design, tout ce qui est création de visuels. Je vais faire tout ce qui est print, ça va être du logo, des flyers, des affiches, des brochures, des roll-ups pour les stands sur les événements. Okay. Et ensuite, il y a aussi le design graphique, mais web. Donc là, je vais faire du site internet et je peux aussi du coup faire des visuels pour les réseaux sociaux, puisque c'est un peu la demande aujourd'hui. Comment toi tu appréhendes l'IA, enfin comment tu l'as accueilli au sein de tes projets, parce que je m'en sers, ça devient un outil, plus pour le côté réseaux sociaux, contenu des réseaux sociaux. Ça m'amène du coup à parler un petit peu de cette solitude qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Oui. Tu l'as ressenti? Eh ben, je l'ai ressenti, tout à fait, d'être dans sa bulle et du coup de pas voir trop ce qui se passe à l'extérieur. On peut devenir parano, se dire voilà, c'est pas bien ce que je fais. T'as déjà eu envie d'arrêter? Bah oui, alors oui, puisque déjà donc après ma première expérience d'entreprise, la Scope, là j'ai voulu arrêter. Ouais. Il y a des moments de doute, des moments où faut tout le temps être à fond. Il y a personne, j'ai pas de relais. Comment tu vois l'avenir de ton métier au sens large du coup? Alors là, non, là tu me poses. Je te pose une colle. Tu me poses une colle. C'est compliqué, ça avance tellement vite. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast.rec. Nouvel épisode cette semaine, toujours dans notre série qui a pour but de mettre en avant le métier d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on est avec Adeline qui va nous parler... Bonjour. Bonjour Adeline, tu vas nous parler de ton parcours, de ton entreprise aussi. Toujours, l'objectif, c'est de vous faire découvrir l'entrepreneuriat. Comme on le disait semaine dernière et aussi semaine d'avant, on a beaucoup d'a priori sur le métier d'entrepreneur et l'objectif, c'est de lever le voile sur tous ces a priori et sur ce qui est réellement le métier. Présente-toi un petit peu, Adeline, du coup. Oui, donc, bonjour Kevin, encore une fois. Donc, Adeline Pincement, je suis graphiste et web designer. Ok. Donc, mon entreprise s'appelle Eco-Design. Je suis en freelance depuis 14 ans. Parce que j'ai fondé mon entreprise en 2012, donc c'est bien ça. Okay. Ça fait 14 ans. Je suis basée à Lannion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je fais de la création, je travaille pour les entreprises locales pour la plupart, avec beaucoup d'artisans, TPE, PME. Ok. Quand on parle de communication, finalement, Oui. c'est assez large. Oui. Toi, ton domaine de compétences, donc on parle éco-design, donc je pense tout de suite à design, tout ce qui est création de visuels. C'est ça. En fait, design, parce que c'est du design de print imprimé et design web, donc sur Internet. Donc je vais faire tout ce qui est print, ça va être du logo, des flyers, des affiches, des brochures, des roll-ups pour les stands sur les événements. Okay. Voilà, c'est tout ce qui va être imprimé. Donc moi, je vais faire tout ce qui est design graphique. Et ensuite, il y a aussi le design graphique, mais web. Donc là, je vais faire du site internet. Site internet que je fais avec le logiciel WordPress. Ouais. Et je peux aussi, du coup, faire des visuels pour les réseaux sociaux, puisque c'est un peu la demande aujourd'hui est très, très forte sur ce domaine-là. J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Alors, j'avais mon petit pense-bête, mais je crois qu'on va pas en avoir besoin. La première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi éco-design? Alors, pourquoi éco-design? Bon, déjà, le mot design, il est évident, je viens de le dire. Ouais. Design graphique et design web. Éco, en fait, alors, on pourrait presque le prononcer éco-design, parce que c'est E-Q-U-O. Et en fait, ça vient du latin ecus, et ça signifie, en fait, équité. Et moi, je suis très, très sensible à ce mot-là et à l'équité en général. Et donc, qu'il y a une relation équitable entre moi et mon client. Que ce soit juste, que ce soit une relation assez sereine, finalement. Okay. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. C'est une belle signification, ça. Tu disais que tu avais commencé, du coup, il y a 14 ans.
Est-ce que t'as toujours été attiré par le design? Oui, oui. Alors, il y a 14 ans que j'ai fondé Ecodesign, mais finalement, je suis dans le graphisme depuis toujours. Ok. J'ai fait des études dans le graphisme, Ouais. les arts appliqués, la communication visuelle, puis dans la rédaction web aussi. Ok. Et j'ai été très vite entrepreneuse, puisqu'avant Ecodesign, j'avais déjà monté une scope avec 2 associés. Et j'étais toute jeune, j'avais 23 ans. Il y a eu une opportunité. Et voilà, j'ai une entreprise, une scope pendant. Ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. C'est Donc quoi une scope? alors, une scope, société coopérative de production, c'est-à-dire que les salariés sont associés. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Donc nous étions 3. Il y avait un gérant qui est élu pour. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour 1 an, et je crois qu'il peut être renouvelé. Enfin, il peut être réélu. Ok. Voilà. Et tu as toujours voulu être entrepreneuse? Parce que aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui recrutent. C'est vrai que c'est un domaine qui est en pleine croissance finalement. Et toi, tu as voulu être à ton compte. Ça te permet de faire le. Ouais. Non, la c'est la vie transition. qui m'a amenée à être entrepreneuse, mais je pensais jamais avoir mon entreprise quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé 1 an et demi après mes études. J'étais embauchée dans une boîte pendant 1 an et demi, et la vie a fait que le patron a quitté l'entreprise du jour au lendemain. On s'est retrouvés sans patron avec les employés. On était 6 employés, je crois. Et sur les 6, on était 3 à se dire, bon, ben, on va rebondir. Il y a un portefeuille client, on va essayer de nous monter. Donc, c'est là qu'on a monté la scope, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment les hasards de la vie qui m'ont amené à entreprendre, Ouais. Et après la scope, tu as eu envie d'être toi-même. Et après la scope, donc, ça s'est arrêté, donc liquidation. Là, non, j'ai plus voulu entreprendre. Enfin, c'est-à-dire que j'étais jeune quand même, donc là, j'ai voulu avoir une expérience encore en entreprise. Ouais. Et c'est là que donc, j'ai été embauchée par une grande entreprise locale qui voulait sa graphiste interne. Ok. Pour refaire son site internet, pour refaire les brochures des produits, pour refaire les cartes de visite. Donc, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Ouais. Et suite à 3 CDD, c'était soit CDI, soit je partais. Et j'ai préféré partir parce que c'était trop restreint pour moi en termes de créativité de rester dans cette entreprise. Et c'est là que j'ai eu l'idée de proposer à cette entreprise qu'elle soit mon client récurrent. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai recommencé, que j'ai fondé Ecodesign. C'est grâce à cette expérience. Ok. Donc voilà. C'est encore les hasards de la vie tout le temps, en fait. Hein. Et si tu devais le refaire, tu le referais je le referais les yeux fermés. sans hésiter. Sans hésiter. Ouais. On va y revenir après. Sachant que l'entreprise me suit encore, ça fait 14 ans. C'est fou. Donc c'est un de tes premiers clients? Et ben, du coup, c'est un de mes premiers clients. Okay. Un client pour Ecodesign, oui. Tu te souviens du premier projet que tu as fait avec eux ou Alors, non, je me souviens plus de... Donc, avant, dans ma première entreprise, dans la scope, c'était un projet pour la Cité des Télécoms. Okay. Et alors, ce qui est chouette, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que ça fait un moment que je n'ai pas été, mais il y a encore mon design là-bas, dans la partie enfant-jeu. Ah, ok. On avait travaillé avec un monsieur qui créait les structures, et moi j'avais fait le design de. Trop bien. Donc, regardez. c'était chouette. Pour ceux qui connaissent pas la Cité Télécom, en fait, c'est à Pleumelboudou. On parle souvent du radome, de la grosse boule blanche qui abrite une vieille antenne qui a servi jadis. Voilà. Mais c'est un musée et c'est super. C'est le musée des télécoms. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si vous connaissez pas, on leur fait un petit peu de pub, mais c'est vraiment très sympa comme lieu. Et super pour les enfants. C'est génial pour les enfants. Ouais. Et en fait, il y a des spectacles qui sont renouvelés régulièrement. Donc en fait, même nous qui sommes des locaux, oui, on peut retourner. On y retourne. Moi, je me lasse jamais là-bas. Je trouve ça génial. Alors du coup, donc tu as lancé Ecodesign. Tu as rencontré des difficultés au début. Il y a 14 ans, c'était peut-être pas aussi simple qu'aujourd'hui. Ah bah, clairement, ouais, j'ai galéré au début pour se tirer un salaire. C'est pas évident. Développer mon réseau, du coup, j'avais pas conscience en fait. Déjà, j'avais pas de local. J'ai toujours bossé chez moi en freelance. Ouais. Donc là, c'est là que j'ai commencé à fréquenter des espaces de coworking pour sortir de chez moi et voir des gens et s'ouvrir un peu et s'ouvrir. Et ça m'a ouvert des opportunités. J'ai fait des projets communs avec des développeurs, des sites internet notamment, pour des gros clients aussi locaux que j'ai toujours. Et du coup, donc voilà, les espaces de coworking qui m'ont amené à aussi aller vers des ateliers organisés par des petits clubs d'entreprise. Et c'est là que j'ai rencontré donc Erwan Fajol qui a créé le club Carbao.
et dans lequel je me suis inscrite très vite. Ça fait 7 ans maintenant, je crois. Et voilà. Donc le club Kerbao de Lannion. De Lannion-Perros. Ok. Tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu du coup parce que je veux bien. Oui, je veux bien. Ça peut être intéressant. Parce que je suis arrivée. Oui. Juste, je fais la petite parenthèse, mais Camille en a parlé sur le premier épisode. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il en avait parlé rapidement. Et en fait, Adeline, du coup, toi, tu es la présidente du club actuellement. Et c'est ça, tout à fait. Alors, depuis peu, depuis le mois de mai. Avant cela, j'étais référente communication. Donc, en fait, ça fait 7 ans que je suis là. Et oui, c'était pour en venir là, c'était que ça m'a carrément développé mon réseau. Okay. J'y allais à reculons au début. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller dans un club d'affaires parce que c'était pas ma mentalité, dans le sens où être avec des gros patrons, je trouvais ça invraisemblable. Ça ne correspondait pas à ma personnalité. Et en fait, ça le fait carrément, puisque voilà, aujourd'hui, je suis présidente du club. Et puis, ça m'ouvre plein d'opportunités. Ça m'ouvre en fait, on se recommande entre nous. On n'est pas obligé, mais voilà, ça se fait naturellement. C'est un club éthique, on va dire, business éthique. Donc ça revient encore au sens que je veux donner. Et donc il y en a partout en France ? Et il y en a partout en France. Il y a 120 clubs. Ah oui. 120 clubs en France. On est environ 1300 entrepreneurs dans ce club national en fait. Et à Lannion-Perros, nous sommes arrivés à 22 membres. Ok. Ce qui fait déjà une belle. Une belle structure, entre guillemets, en tout cas un beau réseau. Un beau réseau, tout à fait. Ça m'amène du coup à parler un petit peu de cette solitude qu'on peut avoir en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. Tu l'as ressenti ? Eh bien, je l'ai ressenti, tout à fait, d'être dans sa bulle et du coup de ne pas voir trop ce qui se passe à l'extérieur. On peut devenir parano, se dire, voilà, c'est pas bien ce que je fais. Du coup, les doutes, les difficultés, c'est les doutes en fait. Comme on n'a pas de regard extérieur, on est nous-mêmes avec nous-mêmes. À un moment donné, waouh, on va falloir sortir de ma coquille là. Et donc voilà, d'où fréquenter les réseaux au maximum, regarder ce qui se passe autour, les événements locaux pour entrepreneurs, essayer de participer un maximum pour sortir de sa coquille, se montrer sa tête, clairement. Aux plus grosses entreprises, justement, comme tu dis. Aux plus grosses entreprises, parce que moi, voilà, je peux être une prestataire pour les grosses entreprises qui ont besoin de mes services en communication. On va revenir vraiment sur la partie création de ce que tu proposes, mais j'avais une petite question avant. Tu as déjà eu envie d'arrêter ? On a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a rencontrés qui nous ont dit oui plusieurs fois, d'autres non, pas du tout. Donc, oui, puisque déjà, donc, après ma première expérience d'entreprise, la Scope, là j'ai voulu arrêter. Bon, après la vie a fait que je pense que non, je suis faite pour l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, à un moment donné, il y a des moments de doute, des moments où faut tout le temps être à fond. Il n'y a personne, j'ai pas de relais. Donc des fois, c'est fatigant, ça peut être épuisant. Et donc là, de se dire, oh là, si j'étais salarié, ce serait tellement cool des fois. Et en fait, non, parce que je suis trop attachée à mes libertés. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, on parle de liberté. Et en fait, en même temps, on est libre sans trop l'être. Non, parce qu'en fait, on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Voilà. Les journées de travail, c'est de minuit 1 jusqu'à... La notion de liberté d'entrepreneuriat, c'est vraiment l'organisation de son temps. C'est choisir ses clients. C'est ça plutôt la notion de liberté. Mais effectivement, non, on est tout le temps pris par quelque chose. Il n'y a plus ces barrières horaires de se dire il est 18h, on coupe le téléphone, je verrai demain. Non, parce qu'en fait, le cerveau, lui, il continue à marcher, on ne peut pas le mettre sur pause. Quand on part en vacances, par exemple, moi qui fais des sites internet, si le site internet il plante, je ne peux pas me permettre. Je pars 2 semaines, là j'ai mon ordi avec moi, je suis obligée. C'est ça. Vis-à-vis de mon client, je ne peux pas laisser 2 semaines son site en ligne. Oui, c'est délicat. Impossible. Donc il y a toujours cette ITP Damoclès au-dessus de la tête. De se dire pourvu que... Mais bon, c'est le prix à payer ça. Pour la liberté qu'il y a derrière aussi. Alors, justement, tu disais, on ne peut pas se permettre de laisser un client... sans site pendant une semaine. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment tourner ma question, mais quelle place prend la communication dans une entreprise ? Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut se passer de communication ? J'ai l'impression que c'est compliqué. Tout le monde est sur Internet. Ne pas avoir de présence digitale, je vois même pour les... là, on a un exemple, un postulant à Kerbao qui est plombier. Il n'arrivait pas à mettre en place sa fiche Google.
et enfin voilà, je pense que il était très très embêté. Donc même les artisans s'y mettent, ce qui n'était pas évident avant, parce qu'on connaît bien le monde des artisans qui bossent entre eux, c'est du bouche à oreille. Là, ça y est, ils prennent conscience qu'il faut être sur au moins avoir une fiche Google et avoir une petite présence Internet, quoi. Parce que les gens se réflexent de toute façon aujourd'hui. Donc soit ils vont chercher sur les moteurs de recherche, soit sur l'IA maintenant. Ah oui. Ouais. Alors, on va revenir sur l'IA, ça fait partie du sujet, parce que du coup, tu es directement concerné par l'IA. Impacté, ouais. Et c'est intéressant d'avoir ton avis aussi sur ton ressenti là-dessus. Mais c'est vrai que tu parlais d'artisans. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de vidéos sur Facebook et Instagram, de petits réels, où en fait, les artisans montrent leur métier, des fois avec humour, c'est assez rigolo. Et en fait, c'est vachement sympa. Et moi, je suis le premier consommateur de ce type de produits, de format, parce que en fait, on apprend plein de choses et les gens ont de plus en plus envie de se débrouiller par eux-mêmes. Et on a envie de voir du vrai. On a envie de voir du vrai, c'est vrai, c'est ça. Alors, on parlait de l'IA. Aujourd'hui, j'imagine que, comme pour moi, en photo et en vidéo, l'IA doit prendre une place importante. Oui. Comment toi, tu appréhendes l'IA? Enfin, comment tu l'as accueilli au sein de tes projets? Parce que... Alors, je l'accueille, je m'en sers, ça devient un outil. Alors, plus pour le côté réseaux sociaux, contenu des réseaux sociaux. J'utilise Claude, qui vraiment prend une ampleur. Là, tout le monde commence à en parler. Il y a eu un frétillement là. Donc, Claude est très, très bien fait. Il m'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Et donc, notamment pour les contenus de mes réseaux sociaux. Il me les structure. Enfin, moi, voilà, je lui donne une base. Je lui donne à manger, évidemment. Oui. Et il me fait gagner beaucoup de temps. C'est un stagiaire très, très compétent. Et après, l'IA, ça a aussi ses limites, parce que ça peut, donc, entre guillemets, piquer le boulot des graphistes, clairement, parce qu'on en voit pulluler de partout des affiches faites avec l'IA. Après, les associations, c'est normal, ils n'ont pas d'argent, forcément, ils vont faire leur affiche avec l'IA. Ça ne me choque pas du tout. Et de toute façon, il en faut pour tout le monde. Après, non, moi, j'ai quand même toujours je vais avoir les clients qui vont me solliciter parce que ils veulent un humain derrière, ils veulent une réflexion derrière, que l'IA, là, évidemment, mais en fait, ça commence à s'uniformiser, en fait. On commence à reconnaître la patte de l'IA. Oui, tout à fait. Donc, la patte de l'artiste. C'est exactement ça, mais c'est tout à fait ça. Et de fait d'uniformiser, non, moi, justement, mon métier, c'est graphiste, c'est faire quelque chose d'unique, quelque chose de singulier. Donc, voilà, c'est là où je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu, quoi. Ouais, on voit la limite. Alors, je me suis amusé, vous avez dû voir sur les réseaux, à me recréer en IA. Ah oui, après. C'est bluffant. La ressemblance est assez extraordinaire. Pour autant, on voit quand même la limite. Si tu lui demandes de faire quelque chose de simple, généralement en train de tenir l'appareil photo, tout ça, il maîtrise, faut faire gaffe. Il y a eu un moment, j'ai eu 6 doigts quand même. Mais, par contre, dès qu'on lui demande de faire quelque chose d'un peu plus poussé, je lui ai demandé de me générer une carte de visite. Avec une idée précise, un prompt précis. Alors, c'est pas mauvais, mais ça remplace pas un graphiste. Alors, pour juste rebondir là-dessus, justement, j'ai eu un appel d'un prospect, non, client, puisque du coup, j'ai travaillé pour lui, qui avait fait sa carte de visite sous l'IA. Sauf que faut savoir que la carte de visite, après, c'est juste une image. On ne peut pas changer le texte. Il y avait plein de fautes dans le texte. Il y avait plein de choses qu'il voulait changer. Une typo qui marche pas. La typo Donc, du coup, voilà, j'ai refait sa carte avec son brief créatif qui était du coup la génération de l'IA. Mais voilà, du coup, ça a ses limites. Oui, ça a ses limites. Moi, j'ai voulu tester, j'aime bien tester toutes ces petites choses-là. Mais moi aussi, je le teste. Et voilà. Je m'en sers, je vois ce qui est. Et l'objectif, je voulais vraiment voir, est-ce que ça pouvait vraiment supprimer. Et aujourd'hui, clairement pas. Enfin, je veux dire. Pas encore. Ouais, après, je pense qu'on aura toujours besoin d'entreprises comme toi, parce qu'on n'arrivera jamais, je pense en tout cas, à faire. Je veux dire, un graphiste, tu lui dis, voilà, je veux l'appareil photo qui soit tenu dans ce profil-là. Tu le feras. Alors qu'il y a, des fois, il va te générer un truc qui va te transformer un peu le visage. C'est ça. Donc, je pense que ça reste un métier. Et puis, il y a ce côté créatif, comme tu dis, il y a la patte de l'IA. Donc, je pense qu'il y a quand même. L'humain derrière va quand même être important. On va s'en sortir. Le métier va évoluer. Il va falloir vivre avec. Face au robot. C'est ça. Ouais. En photo, nous, on l'utilise un petit peu. Pareil, pas pour traiter nos photos. Bien que le système existe. Mais. On va dire que, alors nous on essaye de ne pas l'utiliser pour toute la partie photo pure et dure. Je trouve qu'on a un métier artisanal et donc on se doit de le faire nous-mêmes.
moi j'ai testé plusieurs logiciels, je suis pas super convaincu par la colorimétrie qu'il apporte personnellement, mais après, c'est l'avantage c'est intéressant de tester. Ouais, c'est intéressant de tester. Ce qu'il a dans le ventre, quoi. Par contre, pour tout ce qui est des fois gestion de mail ou génération de publications pour les réseaux, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. C'est quand même bien. Ouais. On s'est amusé l'autre jour avec un stagiaire à lui demander de nous créer un prompt, un scénario d'un film. Ah oui. C'est n'importe quoi. Ouais, non, là, ça part dans tous les sens. Il n'y a rien de structuré. Ou alors, il faut vraiment une IA qui est spécialisée là-dedans. Mais... Donc, toi, tu es plutôt oui IA ou tu es plutôt. Ouais. En fait, oui, avec modération. Ne se prononce pas. Mais oui, non, je m'en sers. Mais pour mon cœur de métier, non. Ouais, c'est ça. Ça reste un outil comme. Je peux m'en servir, mais je vais toujours retravailler derrière. Ouais, je vais vectoriser. Moi, je peux du coup vectoriser une image et la retravailler. Ouais, ok. Ça marche. Voilà. Ouais, c'est intéressant d'avoir le ressenti de personnes qui l'utilisent, en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont directement concernés. Impacté, ouais. Alors, question intéressante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître ton métier, qui se croient un petit peu designer. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont mis à disposition au grand public qui permettent ça aussi. Canva. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, exemple Canva. Comment t'expliquerais, toi, ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, j'ai un exemple assez concret, c'est quand j'explique aux enfants ce que je fais. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, Adeline? Les copains de mes enfants. Et alors, le truc le plus simple que j'ai trouvé à leur dire, c'est, vous voyez les logos, les enseignes qu'on voit dans la ville, le logo, j'en sais rien, alors j'ai pas cité de marque, mais voilà, je leur explique, je leur cite des logos qui sont bien connus. Je fais, c'est ça mon métier, c'est de faire des dessins sur ordinateur pour rendre visible une entreprise. Okay. Voilà comment j'explique mon métier simplement. Mais alors là, vraiment, c'est pour un enfant, quoi. Ouais, mais c'est bien. Au moins, ça permet de. Voilà, c'est pas que ça, et c'est quand même j'ai envie de dire que c'est mon cœur de métier. C'est le graphisme. Je suis issue vraiment de la formation graphisme, édition, publicité. Donc voilà, je suis quand même graphiste avant tout. Alors, on va parler vraiment du cœur de ton métier. Qu'est-ce qu'un bon design? Qu'est-ce qu'un bon design? Qui va te faire tourner la tête, en fait, comme pour les réseaux sociaux où un design doit être impactant en 3 secondes. Ouais. C'est le même principe sur une affiche ou sur un logo qu'on va retenir. Enfin, un bon design, c'est large en plus parce qu'il y a le logo, il y a l'affiche. Le logo, c'est celui qu'on va retenir, et que même si il y a l'exemple de, par exemple, le logo Coca-Cola, tant pis, je nomme un logo, on a juste un morceau du logo sur un truc déchiré, on sait que c'est Coca-Cola. On sait que c'est lui. C'est parce que c'est hyper bien fait. Ça va être la forme, la couleur qui va faire qu'on va le reconnaître tout de suite. C'est vraiment un impact visuel très fort. Et sur une affiche, ça va être les informations qui vont, ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle, qui va faire que l'affiche, elle est bien faite. Le design est bon parce qu'on va lire l'information importante en premier et les infos secondaires ensuite. Donc ça, hyper important pour un bon design, c'est de respecter ces codes, la hiérarchie visuelle et les codes couleurs aussi. Que les couleurs soient appropriées au message qu'on veut faire passer. Voilà. Que ce soit cohérent avec toute la communication globale de l'entreprise. C'est ça. Alors, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Selon toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sous-estiment le plus dans leur communication? La plupart des entreprises, je veux dire les petites entreprises, je ne sais pas si ça va être la réponse que tu attendais, mais elles n'ont pas de budget, en fait, pour la com. Elles sous-estiment de toute façon déjà, en général, la com, ça fait même pas partie d'une ligne de budget, en fait. Donc, c'est le dernier truc qu'ils voient, surtout quand quelqu'un crée une entreprise, par exemple. Ça, c'est un truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune ligne de budget pour la com. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'on peut générer du chiffre d'affaires. C'est assez paradoxal, mais c'est parce qu'en fait, c'est un investissement, c'est pas quantifiable. On n'a pas, c'est compliqué de quantifier la rentabilité directe, en fait, qui est compliqué à quantifier, mais il y a forcément un retour sur investissement. Quand tu as un bon logo, quand tu as toute la com qui va bien, avec la charte graphique qui va avec, il y a une cohérence visuelle qui fait qu'il y a un indice confiance, en fait. Les gens, inconsciemment, ils vont se dire, ah tiens, ça c'est une boîte, elle tient la route parce que elle a un logo qui tient la route et une com qui tient la route, quoi. Je pense que
C'est l'image, ouais, encore une fois. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Les pièges les plus fréquents, on va dire? Alors, Parce que ton travail, c'est de créer, mais c'est aussi de conseiller, j'imagine. C'est aussi l'avantage par rapport à l'IA, c'est que du coup, quel conseil tu donnes régulièrement aux entrepreneurs qui réfléchissent à leur communication en leur disant un petit peu attention de ne pas te faire avoir sur ça, moi je te conseille plus ça. Alors moi, non, je penserais plus au piège de quand quelqu'un crée son entreprise, il fait « Ah bah c'est bon Adeline, je sais déjà ce que je veux, j'ai déjà fait mon logo, t'as plus qu'à faire, à le mettre. » Je dis « Bah non, alors ça va pas se passer comme ça. Je vais te faire des propositions. » Souvent, je fais 2 à 3 propositions pour une création de logo, 2 à 3 axes de recherche. Dans ce que lui, le client veut, il est sûr que c'est ça qu'il veut, je vais quand même prendre des idées, des trucs pour qu'il s'y retrouve. Mais voilà, le piège que j'ai envie de dire à éviter, c'est chacun son métier, quoi. Toi, tu fais, je sais pas, t'es agent immobilier, moi je suis graphiste, donc je vais te proposer des choses, tu vas pouvoir... en fonction de ce qui te plaît. Parce que sinon, des pièges, des conseils, là comme ça, j'ai pas d'idée, là, comme ça qui me viennent, il faudrait un exemple concret. Alors s'il n'y en a pas, tant mieux, mais après c'est vrai que c'est aussi le... T'as pas d'exemple qui vient à l'esprit. Alors si, de pas faire, par exemple, avoir un site internet à tout prix, je vais dire que c'est pas forcément une fin en soi. Déjà, être sur les réseaux, avoir utilisé Google, c'est déjà bien. Faire un site pour faire un site... oui, les pièges à éviter, c'est faire un site avec un blog. Alors, c'est plus très à la mode, mais il y a encore des gens qui me parlent de ça. Et ne pas l'alimenter. Alors, ça, il faut absolument éviter ça. Ça fait supprimer, finalement. Supprimer plutôt que d'avoir des posts tous les 4 matins, enfin, tous les 3 mois. C'est pas la peine, ça sert à rien. C'est plus... ça... Non, je trouve pas mon mot. Ça dessert plus qu'autre chose. C'est ça. Tu commençais à parler tout à l'heure du process en fait que tu mets en place. Comment ça se passe, un client que tu n'as jamais vu, qui vient te solliciter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de mise en place de l'accompagnement? Donc en général, je vais le rencontrer sur son lieu de vie, lieu de travail. On échange sur ses besoins, sur ce qu'il veut. J'ai un brief créatif à lui envoyer qu'il remplit avec plein de questions pour cerner un peu qui il est, qu'est-ce qu'il veut, quel est son cœur de cible, qui il vise, quel client il vise. Ça s'appelle un brief créatif. S'il y a des couleurs, des formes qu'il aime, s'il peut me donner des exemples d'identité visuelle qu'il a bien aimé, qu'il aime bien, qu'il n'aime pas non plus du tout, qu'il ne veut absolument pas. Le moonboard, entre guillemets. C'est ça, c'est un brief créatif. Et de là, je vais faire mes recherches créatives, effectivement. Je vais faire des recherches sur la typographie, sur l'iconographie, je vais faire un mood board, ce qu'on appelle un mood board, donc une planche créative avec des exemples d'images, d'ambiance, de nuanciers, de couleurs, pour donner un univers en fait autour de l'identité visuelle de mon client. Et voilà, je vais lui envoyer tout ça. Je vais lui laisser le temps de le découvrir, de le manger et de le digérer. Et une fois qu'il est prêt, on se recontacte, on se voit et puis on échange sur ce qu'il veut. Il me dit quel axe il préfère et puis on retravaille tout ça. Ok, voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué depuis ton début de carrière? Plein, c'est dur de choisir. Ouais. Est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit un jour, waouh, là, c'est alors marquant de par, ça peut être pas spécialement la taille du projet, mais ça peut être quelque chose qui t'est... Ouais, alors où j'ai vraiment pris plaisir, où c'est chouette, et parce qu'en plus, c'est un projet récent, j'aime bien en parler parce que j'aime beaucoup ce lieu, c'est le banc de sardines, c'est la guinguette à la nuit. Ah, la guinguette à la nuit. Là, en plus, c'est un ami qui tient... plusieurs amis, ils sont 2 d'ailleurs, ils sont 2 associés. Brieux et Nico, et j'en fais un peu de pub, j'en profite. Et donc là où j'ai fait l'identité visuelle du banc de sardines, et c'était un plaisir, quoi. Travailler pour eux, quelque chose faire un logo de guinguette frais, hyper drôle, hyper coloré. Ça m'a, c'était un chaud projet. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on va faire la pub jusqu'au bout quand même, parce qu'on va pas en parler qu'à moitié. Ils sont sur les quais à Lannion. Voilà. Et donc donc c'est vraiment une guinguette, donc ils sont ouverts jusqu'à... C'est saisonnier. C'est saisonnier. Ils ont ouvert en avril et ils vont fermer fin septembre, début octobre. C'est vraiment sur une période... Et tous les ans, ça change du coup?
Et tous les ans, alors là, ils sont pour 3 ans. Ils sont pour 3 ans, d'accord. Voilà, c'est la première année, là, effectivement. Et tous les 3 ans, c'est une guinguette qui est gérée par la ville de Lannion. Donc, effectivement, ils changent de gérance tous les 3 ans. Tous les 3 ans, ok. Voilà. Bon. Peut-être qu'on l'aura un jour dans le podcast. On ne sait jamais s'il veut venir parler de son expérience. Il y a un sujet, on parlait de communication, on parlait de budget tout à l'heure. Oui. Pour une entreprise qui n'a rien, qui ouvre, combien ça coûte ? Est-ce qu'on peut peut-être pas parler de prix fixe, j'imagine que c'est variable. C'est variable. Après, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'ai fait un post il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sur ce sujet. J'en ai déjà fait plusieurs, mais le dernier, c'est justement le prix d'un logo. Ouais. Un logo, enfin, quand je dis logo, c'est identité visuelle, donc c'est tout ce qui va autour. Il y a toutes les déclinaisons graphiques aussi autour du logo. C'est 900 € hors taxe minimum. Voilà. Okay. Ça donne une idée. Mais ça comprend la création et tout ça. Ça comprend tout. Et oui, c'est un petit budget, mais bon, après, il y a des paiements plusieurs fois qui sont possibles pour justement les gens qui démarrent. Je sais que c'est un budget, parce que moi aussi, je suis passée par là. Et j'ai mais on garde des années après. Et après, c'est un investissement. Normalement, un logo, alors avant, on disait 10 ans. Peut-être maintenant, ça a l'air un peu moins, parce que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Mais oui, ça peut durer 10 ans avant de faire une refonte, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Oui, puis on ne le modifie pas souvent entièrement. Non, voilà. On actualise, on le modernise un petit peu. Tout à fait. Ok. C'est toujours délicat en fait de parler tarifs parce que en fait en fonction de la demande des clients, mais c'est toujours intéressant d'avoir une fourchette, un ordre d'idée. Ça donne un ordre d'idée. Voilà, c'est ça. Après, je m'adapte effectivement, mais voilà, en moyenne, on va dire que c'est une moyenne. Est-ce qu'il y a merci d'avoir voulu répondre à cette question. Aucun souci. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement touché? Oui, du coup, je peux parler. Alors, ça concerne encore Carbao. Ouais. Et c'était une action, en fait, au sein de Carbao. Ceci a donc un club éthique, je le rappelle. On a des projets sociétaux. Et dans ces projets sociétaux, on a ce qu'on appelle l'action Carbao, qui consiste à accueillir quelqu'un pendant 1 an. Enfin, accueillir. Il peut venir aux réunions, à 4-5 réunions. Et on l'accompagne dans sa création d'entreprise. Et là, on a accompagné Catherine Després, qui a l'association Toi et moi 22. Elle est maman d'une jeune fille handicapée, en situation de handicap. Et donc, voilà, elle crée une asso pour créer un habitat partagé pour ces personnes, jeunes adultes en situation de handicap. Donc, Toi et moi 22. Donc là, c'est pareil. On mettra le lien en bas de vidéo. On mettra le lien parce qu'elle a besoin, elle a besoin d'aide là pour monter ce projet. Ouais. Elle a réussi, elle a monté l'asso, grâce à Carbao, elle a démarré grâce à Carbao. Et maintenant, elle se bat, quoi. Elle se bat contre les institutions, c'est beaucoup, c'est assez compliqué pour elle, donc il faut l'aider. On vous mettra le lien. Il y a un site web et tout ça, j'imagine. Donc... non, il y a une page Facebook, je crois. Okay. On mettra tout ce qu'il faut. Je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Catherine, si vous voulez faire un don, si vous voulez participer au projet. C'est des beaux projets. On arrive déjà à la fin de l'interview. Il me restait quelques petites questions. Oui. Qu'est-ce qui nourrit ta créativité au quotidien? Parce que en fait, tu es tout le temps surstimulé. Il faut toujours avoir des nouvelles idées. Comment tu arrives à renouveler ces idées, finalement à faire quelque chose d'un peu différent à chaque fois? Alors oui, de toute façon, tout projet est différent puisque ce ne sont pas les mêmes domaines d'activité et tout ça. Donc ça, c'est déjà, ça aide à ce qu'il y ait une patte différente, un graphisme différent. Après, pour m'inspirer, je vais pas réinventer la roue. Hein. Je vais sur Internet et il y a des sites dédiés où je peux aller m'inspirer. Bon, le plus connu est Pinterest. Après, on a Behance aussi pour les graphistes. Après, c'est aussi quand même tout l'univers visuel. J'aime beaucoup tout ce qui se fait. T'as le petit bikini là. J'aime beaucoup leur univers. Oui. Et là, il y a beaucoup d'affiches, de concerts, de festivals qui sont, je trouve, très très bien faites. Souvent, ce sont des super graphistes. Donc, je me nourris aussi dans le papier. Ça existe encore. Moi, je suis très sensible à ça, puisque dans mes études, c'était du graphisme, édition, publicité. Et il est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais à la base, c'est vrai que j'aurais voulu vraiment me spécialiser dans le livre et l'édition. Okay. C'est quelque chose auquel j'étais très sensible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je voulais intégrer une grande école à Paris qui s'appelle l'école Estienne, je crois.
Et c'était pas la seule, il y en avait 2. Et c'était pour l'élite de l'élite de l'élite. Ah oui. Et voilà, j'ai pas eu la force, le courage de repostuler chaque année. Donc voilà, j'ai fait un BTS classique, et c'est très bien aussi. Oui. Mais et puis je peux quand même faire du livre. J'ai contribué, j'ai bossé avec, j'ai déjà bossé sur des mises en page de livres, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. J'aimerais, Adeline, si tu veux bien, qu'on parle un petit peu de l'avenir. Comment toi tu vois l'avenir de ta profession au sens large, et l'avenir de ton entreprise. Je sais qu'il y a des petites choses dans les tuyaux là qui sont en train d'être mises en place. Qui sont bien dans les tuyaux, mais il y a encore une réflexion sur la. Donc donc du coup, moi, mon idée de ce qui va se passer là dans les prochaines années pour moi, c'est finalement, j'ai une expertise, parce que j'ai une expertise de presque 20 ans du coup, et je vais m'en servir pour transmettre. Donc effectivement, alors cette année pas beaucoup, mais les autres années, j'ai pris des stagiaires avec moi pour transmettre mon métier. Et là, je vais partir sur de la formation, former les gens sur. Alors, il y aurait trois thèmes, on va dire. Donc, sur Canva, des formations express ou complètes sur Canva. Donc, soit des formations sur une matinée, formations sur une journée. Après, je peux m'adapter s'il y a des gens qui veulent vraiment. Donc, vraiment, quelque chose de plus bien découvrir Canva. C'est ça. Là, la formation 4 heures, c'est pour les débutants. Qui n'ont aucune notion de Canva pour pouvoir qu'ils repartent. En fin de matinée, ils ont fait des visuels pour les réseaux sociaux, pour leurs réseaux sociaux, visuel Insta, visuel Facebook, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents formats à respecter. Donc voilà, je vais leur apprendre tout ça. Donc là, la formation, donc là, ça va être ma première, c'est lundi prochain, avec deux stagiaires. Donc quand la vidéo sera diffusée, ça fera déjà un mois et demi. Du coup. Et j'en ai une autre qui est prévue encore avec 2 autres personnes en août, début août. Et donc, autre formation que je voudrais proposer, qui ne sont pas encore prêtes, mais qui sont dans les tuyaux, c'est sur le SEO, donc Search Engine Optimization, pardon pour mon anglais. Donc, optimisation pour les moteurs de recherche, donc pour les sites internet, être visible sur les moteurs de recherche. Et une autre formation qui me tient à cœur, puisque c'est sur le logiciel que je travaille avec mes sites internet, c'est WordPress. Parce que je crée des sites que mes clients peuvent après entretenir. Ils peuvent mettre des photos, modifier des textes s'ils le souhaitent. Et donc voilà, proposer une formation pour ça. Ça, c'est très intéressant parce que WordPress, moi j'ai encore cette image d'interface très compliquée à utiliser. Et je pense que ça a dû tellement évoluer. Il y a ce qu'on appelle des constructeurs de pages maintenant. Donc c'est vraiment hyper visuel. C'est du glisser-déposer. On voit vraiment ce qu'on est en train de construire, quoi. Donc c'est beaucoup plus. Est-ce que tu n'as pas peur, du coup, que le fait de former les gens à ton métier, que finalement tu t'amputes en fait d'un certain nombre de clients qui vont du coup le faire tout seuls? Déjà, donc, en faisant des formations, je génère du chiffre d'affaires. Donc, déjà, c'est un autre métier. Mais du coup, c'est un autre métier. C'est un complément. Pour moi, ça va être complémentaire parce qu'il y aura toujours des gens qui ne voudront pas faire par eux-mêmes. Ils vont vouloir. Et quitte à ce que les gens fassent eux-mêmes, autant qu'ils fassent bien. Donc, je préfère les former. Et c'est pas n'importe quoi. C'est pas le même public que vient. En fait, c'est ça. Je vais avoir le public pour la formation et le public pour ma prestation de graphiste. D'accord. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, en fait. J'espère. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est ma stratégie, en tout cas, pour les années à venir. Parce que effectivement, les gens qui veulent faire intervenir une graphiste vont être quand même plus rares, je pense. Avec l'IA, Donc, j'ai envie de me mettre sur les 2 tableaux, et surtout parce que j'aime transmettre aussi. Et justement, comment tu vois l'avenir de ton métier au sens large, du coup? Alors là, tu me poses. Je te pose une colle. Tu me poses une colle. C'est compliqué, ça avance tellement vite. Là, c'est carrément exponentiel à l'allure où ça avance. Donc, j'ai du mal à imaginer ce qui va se passer là. Est-ce qu'il y aura autre chose de plus puissant que l'IA qui va nous, tu vois. Suspense. Non, vraiment, là, j'arrive pas à imaginer. Et pourtant, je suis une créative, mais là ça va trop loin. Là. Ça va trop loin, trop vite. C'est ça. Merci, Adeline. C'est pas un exercice facile, en fait, parce que, alors, faut savoir que les personnes que j'interviewe ne connaissent pas les questions. Donc, c'est-à-dire que c'est surprise. Je pose des questions, des fois, qui sont un petit peu indiscrètes.
on rentre vraiment dans la vie des entrepreneurs, sur le côté positif et sur le côté qui est moins positif du coup. Donc c'est pas évident de répondre et donc merci beaucoup pour ta participation. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on peut dire un petit mot. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui n'ont pas encore de communication établie et qui recherchent qui recherche quelqu'un pour le faire. C'est peut-être toi, là, cette personne. C'est ton moment de publicité. C'est mon moment de publicité. Et écoutez, n'hésitez pas à me contacter parce que je vais m'adapter à vos besoins, à votre budget. On va toujours trouver une solution. Et je pense que je suis assez... je suis une personne à l'écoute. On va prendre le temps. On va beaucoup échanger, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, j'imagine qu'on va mettre mes coordonnées. J'imagine que tu as un site internet. Ouais, j'ai un site internet. Alors qui va bientôt être fait, mais bon, et voilà, il tient la route quand même. Celui-là, vous pouvez me contacter. Le téléphone, il y a le formulaire, tout ce qu'il faut. Le même principe, là, on va mettre un petit bandeau avec tout ça, et puis vous retrouvez toutes les informations cliquables dans la description de YouTube. Donc, comme ça, si vous avez besoin des conseils avisés d'Adeline et puis de sa patte créative. Eh bien, contactez-moi. Au niveau de ta zone de chalandise, tu vas assez loin? Je peux aller. Tu disais tout à l'heure le Trégor. Oui. Oui. Alors, la plupart, c'est très local, mais non, après, j'ai mon réseau perso, je peux travailler avec des gens qui sont à Rennes, à Nantes, à Toulouse. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Je fais du packaging pour un gars qui est dans la Creuse, là. Tout est faisable. Bon. Tout est faisable. Bon, parfait. Donc, n'hésitez pas à contacter Adeline, l'entreprise Eco-Design. Merci à tous d'avoir suivi ce bel épisode. Je vous le dis parce que je vous l'ai pas dit en début de vidéo. Du coup, j'ai entamé la vidéo un peu rapidement, mais vous savez que c'est un podcast qui est aussi disponible en format audio, disponible sur Spotify. Donc, si vous avez commencé à regarder la vidéo à la maison et que vous avez envie d'écouter la suite en voiture, parce que c'est l'heure d'aller au travail, c'est possible. On bascule sur Spotify et vous avez la suite. Voilà, merci à tous. Semaine prochaine, on reçoit un autre entrepreneur qui va nous parler aussi de son métier, de sa vision à lui de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que c'est un bel épisode. J'en dis pas plus. C'est une petite surprise. Bonne semaine, Adeline. Et merci. Puis, toi aussi. À plus tard. À bientôt. Sur les réseaux, du coup. Sur les réseaux. Bonne journée à tous. Salut.